Bonjour. Est-ce que tu savais que toi qui prépares ton projet là, pour le Cameroun, pour l'Afrique, est-ce que tu savais qu'il y a 90% de chances que ton projet échoue? Et oui, il y a plus de 90% de chances que ton projet échoue. Je le dis parce que lorsqu'on compte, quand on prend la moyenne, 100 personnes, dans ton cas, qui ont un petit budget, qui veulent lancer leur petit projet, développer leur projet au fur et à mesure, pour souhaiter devenir, dans les années qui suivent, des grosses têtes de ce secteur où ils se sont lancés, sur les 100 personnes, plus de 90% échouent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. En fait, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras l'erreur que ces 90% de personnes-là commettent, et lorsque tu auras pris conscience, tu verras que les choses iront beaucoup plus facilement pour toi, à condition que tu implémentes réellement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. On dit toujours que l'Afrique c'est l'Eldorado, l'Afrique c'est la terre des opportunités, mais on ne compte plus le nombre de magasins locaux qui ferment parce que les choses n'ont pas marché pour elles. En même temps, on ne compte plus le nombre de magasins chinois qui ouvrent et qui s'agrandissent de jour en jour. Mais quel paradoxe! Comment ça se fait qu'un Africain en Afrique, chez lui, a du mal à réussir pendant qu'un Chinois à l'étranger, pas dans sa maison, aucun lien avec l'Afrique. C'est pas comme si l'Afrique a été un jour une colonie chinoise où les Chinois ont de l'expérience avec l'Afrique. Zéro, mais ces Chinois-là, ils s'en sortent. On comprend que les Africains échouent, pas parce que c'est une malédiction ou bien parce que c'est impossible. Parce que oui, plusieurs personnes m'ont déjà dit, Douglas, tu as laissé un salaire, un emploi stable en Allemagne. Tu es rentré au pays, laisse-moi te dire que c'est impossible de faire quelque chose de concret dans ce Cameroun où tu pars. Et je leur dis, mais si c'est impossible de faire quelque chose de concret, de faire une activité rentable, pourquoi les Chinois y vont en masse? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun est même en train de mettre sur pied des moyens pour freiner les Chinois et laisser certains secteurs aux locaux? Donc, nous allons voir ensemble ce qui ne cloche pas. Nous allons voir ensemble ce que nous, les Africains, nous faisons comme erreur, pendant que les Chinois, eux, évitent ces erreurs et avancent. Première erreur, la diaspora ne parle pas le langage de business local. On a souvent tendance à croire que parce qu'on est né en Côte d'Ivoire, on est allé étudier en France, on a travaillé en France, on a eu ses enfants en France et au moment où on veut retourner en Côte d'Ivoire pour faire du business, on se dit « Ah, moi je suis Ivoirien. Ah, Ivoirien, il n'y a pas l'homme. De toutes les façons, je vais m'en sortir. » On ne se rend pas compte que lorsqu'on rentre en Côte d'Ivoire, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il faut réapprendre le business. Ne soyez pas brutal lorsque vous faites du business. Faites votre école. Faire du business en Afrique, ce n'est pas pareil comme faire du business en Europe ou aux États-Unis, où vous avez déjà des prérequis, où il y a déjà des organes qui sont mis sur pied pour pouvoir vous accompagner dans les bases. Ces bases-là, ça peut être la création d'entreprises, les fonds pour démarrer, etc. En Afrique, vous devez savoir improviser, vous devez savoir négocier, vous devez avoir des techniques de négociation impeccables. Vous devez savoir vous adapter. Mais très souvent, la diaspora ne comprend pas ça. La diaspora venue d'ailleurs se dit « Non, de toutes les façons, je vais m'en sortir. » Et ce n'est que lorsqu'elle est frappée et qu'elle a échoué, qu'elle rentre en Europe et commence à maudire les Africains et l'Afrique. Je vais vous donner quelques exemples, 3 exemples pour illustrer ce point où la diaspora ne parle pas le business local. Premier exemple, quelqu'un qui veut faire son projet, disons un appartement meublé, il a des courses à faire. Lorsqu'il arrive, disons au Cameroun, pour le cas du Cameroun, il va au marché pour acheter les produits, il achète tout au premier prix annoncé. Tout au premier prix annoncé. Finalement, il va meubler son appartement à 40 000 €. Et lorsqu'il verra certains entrepreneurs qui auront meublé leur appartement à seulement 10 000 €, il se rendra compte en fait qu'il est obligé de diminuer, de
casser ses prix pour pouvoir se mettre au même rythme que les autres. Quelqu'un qui a meublé son appartement à 10 000 euros, il fait les nuitées à 20 euros, 25 euros, il s'en sort. Toi qui as meublé le même appartement, les mêmes styles, les mêmes matériaux à 35 40 000 euros, si tu mets la nuitée à 20 euros, tu ne t'en sors pas. Ou alors, du moins, tu mettras beaucoup de temps avant de commencer à faire du bénéfice. On peut dire comme ça paraît simple. On se dit, ah oui, c'est vrai, Douglas, on connaît. Mais non, mais c'est très important. Si vous arrivez en Afrique pour faire vos achats, vous devez apprendre à discuter. Je suis arrivé au Sénégal, à Dakar, je voulais faire des habits traditionnels, je voulais acheter des habits traditionnels. Et mon amie qui m'accompagnait, elle était étonnée de voir que, mais attends, je suis tellement négociateur, juste tellement de techniques pour pouvoir marchander les prix. Et finalement, un ensemble qu'on me taxait à 45 000, le monsieur se retrouvait souvent en train de me supplier d'acheter cet ensemble-là à 10 000 francs. Donc, vous imaginez si j'avais acheté directement à 45 000, je n'aurais pas pu acheter grand-chose comme souvenir de Dakar. La même chose est valable pour le business. Deuxième exemple, c'est la diaspora qui arrive en Afrique et qui veut respecter les délais sans toutefois chercher à intégrer une marge d'erreur, une marge de retard systémique. Vous arrivez, quelqu'un vous donne rendez-vous à 8 heures et à 8h00, vous vous pointez. Sachant très bien que vous aurez pu arriver à 9h, à 9h30, ça ne serait pas aussi grave. Ça ne serait même pas grave comparé à l'Occident. Et ces 1h30 là, vous aurez pu l'utiliser pour rentabiliser votre journée. Mais non, vous avez décidé d'aller au rendez-vous à 8h parce que vous croyez encore que vous êtes en Occident. Vous partez au rendez-vous à 8h, vous attendez, personne ne vient et vous commencez à vous énerver. Quand vous allez créer votre entreprise, vous aurez des fournisseurs de qui vous dépendez entièrement. Si vous faites de l'élevage de porcs comme moi, quelqu'un qui va vous livrer du maïs pour l'aliment de vos porcs, il dit qu'il va venir lundi. Nous sommes jeudi, il dit qu'il va venir lundi. Et vous programmez votre entreprise, votre ferme, sur les stocks d'aliments, vous programmez tout ça sur lundi. Vous vous dites à partir de lundi, on aura un stock. Vous ne mettez pas une marge d'écart. Vous allez vous rendre compte que le lundi, vous allez l'appeler, vous allez lui dire, s'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, mes porcs sont en train de mourir. Il n'aura rien à foutre. Il n'en aura absolument rien à foutre. Tout simplement parce que quand il vous a dit lundi, il l'a dit comme ça, sans penser, sans planifier, sans réfléchir. Mais vous l'avez pris comme si il avait réfléchi sa décision. Et c'est comme ça que le lundi, vos porcs vont se retrouver sans nourriture. Troisième exemple, et je m'arrête là pour ce point, c'est le fait je vois encore plusieurs personnes, ils arrivent, ils sont choqués par certaines procédures informelles. Ils sont choqués que pour légaliser un document, il y a la ligne d'attente. Quand vous allez à Bonanjo, ici à Douala par exemple, pour légaliser un document, si vous entrez même dans la préfecture, il y aura un rang interminable. Vous venez, vous arrivez, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Pourquoi on n'a pas mis plusieurs employés pour travailler? Pourquoi ce n'est pas assez structuré? Vous commencez à vous énerver et vous abandonnez votre business. Or, le Chinois, lorsque lui, il voit ça, il va à l'extérieur. Comme s'il n'avait rien vu à l'intérieur. Il va à l'extérieur, il se renseigne et il demande comment est-ce que je fais pour timbrer mon document rapidement, chef. Le chef lui dit, tu me donnes 500 francs, je te gère ça rapidement. Mais il vient de contourner une procédure. Mais vous allez arriver, vous n'allez pas chercher à connaître les voies de contournement. Vous allez vouloir aller droit, comme vous le faites en Occident. Et vous allez vous énerver parce que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Comprenez tout simplement par ce point, les amis, que l'Afrique n'est pas encore prête pour certaines choses. On est là pour construire notre pays. On est là pour poser pierre après pierre. Et en attendant d'arriver à un certain niveau, n'exigeons pas à l'Afrique des moyens qu'elle n'a pas. Lorsque nous venons investir en Afrique, lorsque nous venons faire du business en Afrique, nous devons nous décomplexer, nous devons nous je ne sais pas comment je vais appeler ce terme, mais nous devons apprendre à être comme tous les autres Africains qui sont sur place. Nous devons apprendre à fondre dans la masse. Si le Chinois n'était pas quelqu'un de peau claire avec des cheveux lisses, on ne saurait même pas, on ne se rappellerait même pas qu'il est chinois. Tellement il s'intègre, tellement on a des Chinois ici à Douala qui parlent la langue locale, le camfranglais, comme on dit souvent. On a des Chinois qui apprennent la langue locale pour pouvoir gérer leur business. Mais combien parmi vous sont prêts à apprendre le bassa s'ils veulent s'intégrer à Douala?
Combien parmi vous sont prêts à apprendre le fulbe s'ils veulent aller au nord pour faire du business? À apprendre ne serait-ce que les mots, le bonjour, le bonsoir, comment tu vas, pour juste pouvoir débloquer certaines situations. On va se dire non, j'ai pas besoin de ça. En France, tout le monde parle français. Deuxième erreur que nous commettons, nous les Africains qui voulons faire du business en Afrique, c'est que nous laissons souvent les émotions prendre le dessus. Surtout la diaspora. La diaspora agit souvent avec du cœur, agit beaucoup avec du cœur, sans cadre clair. Ça veut dire, vous avez votre argent, vous venez faire un projet. Vous ne cherchez pas à définir un cadre clair et concret dans lequel vous allez investir votre argent, mais vous vous concentrez sur vos émotions. Et ça, dans le monde du business en Afrique, on sait bien tirer parti. Lorsque vous allez dans un marché, on sait absolument que ça, c'est quelqu'un qui agit avec des émotions. Et on sait vous raconter des histoires pour provoquer et booster vos émotions. On peut vous dire des phrases comme « Monsieur, moi je sors de la maison, j'ai une femme et des enfants. Je les laisse à la maison, je viens au marché me battre. Je ne peux pas vous mentir. Ce vêtement est un vêtement de qualité. Je vous le jure au nom de mes enfants. Et si vous achetez ce vêtement chez moi, c'est toute une famille que vous êtes en train de nourrir. » Lorsqu'on vous fait un speech comme ça, vous laissez les émotions prendre le dessus et vous commettez une bourde. Vous achetez un vêtement de moindre qualité à un prix exorbitant et vous vous plaignez plus tard. Pareil dans le business. Ici aussi, je vais vous donner rapidement quelques exemples pour renforcer le fait que la diaspora agisse beaucoup avec le cœur lorsqu'elle veut faire du business. Premier exemple, vous allez voir des personnes de la diaspora qui, lorsqu'ils lancent leur entreprise en Afrique, recrutent uniquement les membres de leur famille, même quand ceux-ci sont incompétents. Vous allez voir quelqu'un qui veut construire un immeuble de 300 000 $, 400 000 $, qu'on confie la construction de cet immeuble-là à son papa. Parce qu'il va dire non, dans la tradition africaine, je ne peux pas laisser mon père pour confier mon argent, mon projet à un autre homme. Les ancêtres vont se fâcher. Le business ne comprend pas ça. Et le papa n'a jamais rien construit de pertinent. Vous lui offrez ou vous lui confiez autant d'argent, un si gros projet qu'il ne saura même pas diriger. Et c'est comme ça que vous ferez partie des personnes qui auront leurs immeubles non terminés à côté des immeubles terminés par des Chinois qui font leur commerce tranquillement. Ne soyez pas surpris que dans les années à venir, ici au Cameroun, naît une certaine xénophobie où on commence à crier après les Chinois, rentrez chez vous, vous avez pris tout notre travail. Pour le moment, ce n'est pas encore alarmant parce que chacun vient, commet ses propres erreurs, échoue et repart tranquillement. Une place va pleurer seul dans son coin. Mais lorsque cet échec va commencer à devenir collectif et commencer vraiment à jouer sur le pays, on va vraiment commencer à se plaindre de façon collective. Et là, ça devient dangereux. Écrivez ça quelque part et dites-vous qu'en 2025, Douglas Fockham avait dit cela. Si nous ne faisons pas quelque chose, si nous ne changeons pas les choses, si nous n'apprenons pas à mieux nous impliquer, comme le fait la diaspora chinoise en Afrique, notamment ici au Cameroun, les choses ne vont pas aller dans le bon sens. Deuxième point, et ça c'est un point où moi aussi je me bats jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait de payer des salaires supérieurs aux salaires qu'on paye sur le marché professionnel local. J'avais fait une vidéo à l'époque, il y a cela 1 an, où j'expliquais aux gens qui veulent faire des projets d'élevage, ne commencez pas à payer vos employés très cher. Mon propre frère avec qui j'ai commencé le projet n'était pas traité comme mon frère. Il a commencé à toucher 10 000 francs. Je n'étais pas heureux quand je lui donnais 10 000 francs. Je n'étais pas fier de savoir qu'il obtient 10 000 francs pour vivre. Mais c'est l'étape par laquelle il faut passer. Et dites-vous que d'autres personnes qui vont travailler dans des multinationales occidentales même, où on va les payer 150 000. Très souvent, dans les 150 000, vous avez 100 000 francs. Je dis 100 000 francs qui rentrent uniquement dans le transport. Ces entreprises qui s'implantent ici ne font pas dans les émotions, ne cherchent pas à construire des maisons à côté pour loger leurs employés. Quand ils vous embauchent parce que vous pouvez faire le job et ils s'en fichent de là où vous vivez. Mais vous quittez de la diaspora, vous venez faire un projet et tout de suite, vous voulez commencer à payer des gens à des salaires exorbitants. Vous voulez faire la différence. Vous voulez tout de suite qu'on soit fier de vous. Qu'on dise, ah, ça, mon patron, vraiment, je ne m'en serais pas sorti. Or, le Chinois, lui, vient ici au marché, non loin de moi. Il y a plusieurs personnes là-bas qui touchent des salaires de 35 000 francs, 50 000 francs pour d'autres personnes. Et ils font des travaux, ils font un boulot énorme, énorme. Mais ils sont payés 50 000 francs.
Mais vous venez faire les mêmes entreprises, vous voulez tripler, voire quadrupler le salaire. Vous allez peut-être m'attaquer sur ce point et me dire, ah, c'est pas comme ça que l'Afrique se développe. Toi, tu étais en Allemagne et on ne te payait pas comme ça. Est-ce que si on te payait comme ça, tu devais être heureux? Je ne vais pas mener cette discussion. Ça sera peut-être l'objet d'un live où on pourra discuter tous ensemble. Mais sachez que le fait pour vous de venir monter les enchères en ce qui concerne les salaires sur le marché local, ça vous mène directement à votre perte. Apprenez à mettre vos émotions de côté. Apprenez à faire grandir vos employés. Apprenez à les laisser faire leurs preuves et à les laisser voir eux-mêmes directement que l'argent que vous leur donnez correspond à la valeur qu'ils apportent directement à l'entreprise. Troisième point, c'est le fait pour la diaspora, ici ça s'adresse uniquement à la diaspora, d'avoir peur de recadrer les employés, les collaborateurs, les clients, les livreurs, d'avoir peur de les recadrer, d'avoir peur de gronder, d'avoir peur de s'énerver, d'avoir peur de mettre les points sur les i. Parce que, on va dire, ah, ça c'est encore qui ça de la diaspora? Celui-ci encore et qui de l'Allemagne, il va venir faire les Allemands ici au Cameroun. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je m'en fous. À chaque fois qu'il faut remettre les points sur les i, je le fais. À chaque fois que je dois mettre mon entreprise devant et éradiquer ses comportements, le retard, le manque de communication, manque de sincérité, manque d'honnêteté, à chaque fois que je dois recadrer quelqu'un, que tu sois mon fournisseur, mon client, que tu sois n'importe qui, même mon frère dans la famille, moi je te recadre. Je ne suis pas là pour blaguer, je te recadre. Je n'ai pas peur d'être perçu comme un occidental. Je n'ai pas peur d'être perçu comme un blanc à la peau noire. Vous n'avez qu'à me traiter de ce que vous voulez. Le plus important, c'est que mon business avance. Le Chinois, lui, quand il fait son activité, il met un Chinois à la caisse. Il y a un Chinois à la sortie. Quand vous venez, vous achetez un truc, on vous donne la facture. Et le Chinois qui est à la porte, c'est lui qui lit la facture, qui vérifie, qui compare le contenu de la facture avec ce que vous avez à main et il vous laisse sortir. On les traite de tous les noms. On les dit, les Chinois, ce sont les Bamileke. Les Chinois, ce sont des gens qui sont chiches. Vraiment, travailler pour un Chinois, c'est de la souffrance. Lui, il s'en fout. Il met la priorité sur son entreprise. Donc, ne commets pas les mêmes erreurs. Troisième erreur que nous commettons, nous, diaspora, lorsque nous voulons faire un projet en Afrique, c'est l'absence d'études de marché. Ici, c'est très clair. Franchement, je pense que vous m'avez même déjà compris. Quand le Chinois veut faire son activité, il cherche ses frères déjà implantés dans ce pays-là et il demande à ses frères de se renseigner sur le marché du pétrole, par exemple. Leurs frères vont se renseigner, poser des questions. Vous allez rester en route. Quelqu'un va venir vous demander est-ce que vous connaissez un fournisseur de pétrole, un fournisseur de carburant? Tout ça pour pouvoir se renseigner, avoir des informations avant de lancer son business. Mais nous, lorsque nous voulons faire un projet, on vient en Afrique implémenter une idée qui nous est venue en Europe. On était dans notre salle de bain, en train de nous laver, en Europe, à la maison. Une idée nous est venue. Nous ignorons que les idées qui nous viennent en tête dépendent, ou du moins sont influencées fortement par ce que nous vivons au quotidien. Et ce que nous vivons au quotidien en Occident n'a rien à voir avec ce que les Africains vivent au quotidien. C'est comme ça que nous choisissons le mauvais business. C'est comme ça que nous choisissons un business sans réfléchir. Et ça nous mène directement à notre échec. Imaginez-vous, pour illustrer ce point, quelqu'un qui va venir ici à Douala, ouvrir un restaurant végétarien parce qu'il se bat pour la cause animale, parce qu'il veut éradiquer, du moins il veut réduire la quantité de viande qui est consommée, une cause qui est louable. Et il vient en plein centre de Douala ouvrir un restaurant végétarien où les gens ne demandent que de la viande. Souvent même les gens pour dire que non, je vais un peu réduire la quantité de viande, c'est où ils vont manger de la nourriture, du bon de lait avec la viande au lieu de manger la viande de porc directement ou bien la viande de bœuf directement en route. Les gens ici raffolent de la viande. Et toi, avec ton idée qui t'est venue, dans ta salle de bain, tu viens ici implémenter un restaurant végétarien. Tu comprends que ça ne va jamais marcher. Et oui, et pourtant, nous continuons à commettre ce genre d'erreur. Quatrième partie, on va aller rapidement, on n'a pas le temps. C'est le manque de vision sur le long terme. Vous voulez faire une entreprise qui fabrique des verres, des glaces. On vous pose la question à savoir quel est le produit que vous voulez fabriquer. Vous dites, non, je veux fabriquer des verres. Mais sur le long terme, quel type de verre vous voulez fabriquer? Pour quel type de client? Quel est le chiffre d'affaires visé? Combien souhaitez-vous investir sur ce projet? Vous êtes incapable de dire. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez eu l'idée de fabriquer
des verres, parce que vous êtes fan de ce type de produit, parce que vous pensez que vous avez une valeur ajoutée à apporter à ce type de produit, parce que vous pensez que vous pouvez innover dans ce produit, mais vous n'en savez pas plus. Or, le Chinois, lui, lorsqu'il se lance, il va vraiment pas à pas. Il ne brûle pas les étapes, il va pas à pas. Il prend un billet d'avion, il vient en Afrique, il visite, il voit ses frères, il prend des informations et il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il fait la comparaison de ce qu'il a vu et de ce qui existe en Chine. Ensuite, il revient. Quand il revient avec un conteneur, il vend le peu qu'il peut vendre. Il accepte même de perdre. Si en une semaine, il n'a pas vendu la moitié de son conteneur, pour lui, ce n'est pas grave. Il accepte de perdre. Ça fait partie de la phase d'intégration, de la création de son entreprise. Il accepte de perdre et de vendre le reste du conteneur à zéro prix. Et lorsqu'il fait ça, il apprend, il fait son école, il se forge un réseau avant définitivement de lancer son projet. Mais nous, lorsque nous voulons faire, je prends seulement l'exemple sur l'élevage de porc, il y a des gens qui se disent non, me faire accompagner comment? Je ne peux pas me faire accompagner parce que le porc finalement c'est quoi? N'est-ce pas, c'est un animal que tu mets, tu lui donnes n'importe quoi à manger. On a dit à l'école que c'était un omnivore. Tu donnes n'importe quoi à manger, il va manger et il va grandir. Et vous fuyez les accompagnements, tels que les accompagnements que moi j'offre, je vous le dis clairement. Moi, je me suis fait accompagner d'une façon ou d'une autre. Lorsque je faisais mes projets en Afrique, quand je fais mes projets en Afrique, ou même dans la vie tout simplement, et je vous invite à vous faire accompagner d'ailleurs. Si vous pensez, vous avez regardé d'autres contenus que nous produisons sur l'élevage de porc, et vous jugez que nous sommes utiles, nous pouvons vous tenir la main et vous mener vers le succès de votre projet afin de ne pas faire partie des 90% des Africains qui échouent à coup sur leur projet en Afrique. Vous n'avez qu'à nous contacter. Soit sous la barre de description, vous trouverez le lien qui vous mène à notre calendrier. Soit vous scannez tout simplement le QR code qui s'affiche à l'écran. Ça vous mène directement au calendrier. En 1 minute, vous avez pris un rendez-vous et nous allons vous contacter. En conclusion, je vous dirai les amis, l'Afrique est toujours une terre d'opportunités. Ça l'est pour moi, mais ça ne l'est pas pour des entrepreneurs de la diaspora mal préparés. Ça ne l'est pas pour des personnes qui pensent que quand on dit terre d'opportunité, il suffit de ne fournir aucun effort. Il faut juste construire un projet comme ça et on va avoir de l'argent. Je pense honnêtement que la diaspora a les moyens pour réussir en Afrique, que ce soit sur le plan financier comme le plan intellectuel. Et la diaspora a le plus gros avantage que les autres investisseurs n'ont pas, ça veut dire que la diaspora connaît l'Afrique. Peu importe où vous êtes en Afrique subsaharienne, vous vous sentez un peu comme chez vous. Mais la diaspora doit apprendre à réapprendre à connaître l'Afrique, à comprendre les réalités locales, à se professionnaliser, à avoir des visions sur le long terme. Et surtout, c'est mon mot de fin, à penser stratégie au lieu de penser émotion. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez été touché par ce que j'ai dit, si ce que j'ai dit vous a apporté une valeur ajoutée à vos projets, à ce que vous vouliez faire en Afrique, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que je fais vraiment l'effort. Maintenant que je suis installé définitivement en Afrique, j'ai fait l'effort de vous produire des contenus tous les jours, des contenus qui vont vous aider à réussir vos projets, des contenus qui vont vous apporter une valeur ajoutée. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les différentes vidéos qui seront publiées ici. Comme toujours, je vous laisse entre les mains de Dieu, ce Dieu-là qui a remis aux Africains le pouvoir de gouverner le monde et qui, en cette période critique, ne souhaite qu'une seule chose, que les Africains aillent à la reconquête de leur pouvoir. C'était Douglas Fokam. Ciao.